Alors, les enfants qui naissent en ce moment même, ceux qui auront 20 ans en 2035, eh bien, ils vont exercer des métiers extrêmement différents de ceux qu'on peut exercer aujourd'hui. Leur carrière va être différente. Ils vont massivement avoir recours au télétravail. Ils vont exercer des métiers d'ailleurs qui n'existent pas aujourd'hui, qu'il faudra inventer. Et précisément, nous souhaiterions que tous ces métiers, toute cette vie se déroule en partie dans des villes qui soient durables, intégrées à l'environnement et agréables à vivre, désirables. Alors, pour discuter ensemble de ces métiers de demain, de comment on peut mettre ces métiers au service de la ville, eh bien, j'ai autour de moi un panel de 3 représentants qui vont répondre à vos questions à la fin de la session et puis avant tout discuter sur ce sujet. À côté de moi, Robert Planard. Robert est directeur de la R&D avec les universités d'Alstom. Peut-être comme il n'y a pas de panneau, il faut que tu lèves la main pour montrer qui tu es. Voilà. Nous aurons également Thierry Simoulin. Thierry est directeur du master spécialisé systèmes urbains intégrés de l'école des ponts et chaussées et de l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Et puis nous avons également Fabrice Bonifay. Fabrice est le directeur développement durable, qualité, sécurité et environnement du groupe Bouygues. Voilà. Alors, si on attaque directement, j'ai envie de poser la question à Robert Planat. Donc Robert, pour un industriel comme Alstom, pourquoi de nouveaux métiers deviennent-ils indispensables aujourd'hui? Merci Vincent. Bon après-midi à tous. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les futures villes sont des systèmes intégrés, on appelle ça des systèmes de systèmes dynamiques, et qui, pour une entreprise comme Alstom, qui est habituée à faire des projets, on va dire, verticaux dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, on est amené à modifier la façon dont on conçoit nos produits, on envisage nos produits, mais même la façon dont on initie nos discussions avec nos partenaires. Je présenterai tout à l'heure, dans 2 minutes, un petit film qui illustre un petit peu les nouveaux challenges que l'on doit aborder. Vous avez par exemple des gares, on appelle ça des gares intelligentes, où on récupère l'énergie de freinage et on réinjecte l'énergie de freinage dans un réseau de véhicules électriques. Et donc ça paraît simple quand je vous en parle comme ça. Il n'empêche que pour le mettre en œuvre, il faut qu'on ait des architectes, il faut qu'on fasse appel à de la modélisation, de la simulation de systèmes complexes. Et donc ça génère de nouveaux métiers à l'intérieur des métiers existants d'Alstom. Si tu peux peut-être... Oui, alors peut-être avant de passer la vidéo, ouais. Est-ce que tu as un exemple concret dans lequel on voit se mettre en place justement ces nouveaux besoins pour Alstom? Alors, on a un premier exemple qui est à Nice, qui s'appelle Nice Grid, qui est dans le domaine de l'énergie, où finalement on injecte du renouvelable à base de photovoltaïque pour à la fois diminuer l'empreinte carbone, mais en même temps, on se sert du renouvelable comme outil de stabilisation du réseau. Parce que tout le monde sait que Nice, c'est une péninsule, plus ou moins, à la fin d'un réseau électrique. Et donc, vous avez une accumulation de perturbations qui fait qu'ils ont beaucoup de blackouts et de choses comme ça. Donc, en fait, on a en électricité, on appelle ça une espèce de dispositif d'adaptation d'impédance qui permet, d'un point de vue système, de rendre la ville stable d'un point de vue énergétique. Donc il faut décloisonner les silos, hein, c'est bien ça. Exactement. Alors, donc, ce qui est important, c'est l'aspect systémique qui doit être abordé. Alors, tu vas nous commenter une petite vidéo tu peux lancer de la société vidéo. Cosmo qui justement Je vais me lever parce que fait ça. Donc, du coup, le premier point, c'est qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Et donc, comme je vous ai dit que c'était des structures très dynamiques, donc on a investi via notre fonds d'investissement Aster dans une start-up qui s'appelle Cosmo,
qui est une spin-off de l'INRA, une organisation de recherche, qui travaillait initialement dans la biologie systémique. Et en fait, la ville a des ressemblances avec la biologie systémique, avec une interconnexion de plein de paramètres. Comme vous pouvez voir, vous avez, tout un tas de propriétés qui s'interconnectent. Et c'est indispensable de pouvoir simuler ça. Alors là, ça apparaît simple, mais ce n'est pas du tout simple. Alors vous avez là, par exemple, vous voyez une simulation où en fonction de la population, vous avez le taux d'émission qui croît, et ça donne des limites à ne pas dépasser pour le réseau de transport. Pour l'énergie, même chose. Là, vous avez une simulation en fonction du temps, de que se passe-t-il à différentes périodes d'année si vous injectez plus ou moins de photovoltaïque sur les buildings et des choses comme ça. Et donc ce type de scénario, je termine là-dessus, ce type de scénario, c'est très important pour l'appropriation des projets des nouvelles villes par les autorités locales. Et il faut que les citoyens soient des acteurs de ces projets. Et c'est pour ça qu'on utilise, c'est la réalité virtuelle ou la réalité augmentée pour faire ça. Donc voilà, merci Robert pour cette belle introduction. Donc effectivement, quand on voit un représentant d'Alstom nous parler de biologie, on se dit que les choses sont quand même en train de changer. Hein. Donc, alors, finalement, il faut des personnes, si je comprends bien, qui soient capables d'agir. Il faut des personnes qui soient capables d'agir par-delà les silos, par-delà la technologie, par-delà les finances. On a besoin finalement de véritables chefs de projet. De chefs de projet, mais pas d'un bâtiment, de chefs de projet d'une ville, d'un quartier. Alors Thierry Simoulin, vous êtes directeur du master spécialisé systèmes urbains intégrés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi justement ce master contribue à inventer ces nouveaux profils? Merci Vincent. Bonjour à tous. Alors, la difficulté de cette mission, c'est qu'en fait, on essaye de former des gens à un métier qui n'existe pas encore. Donc pour cela, on s'est concentré sur une organisation qui est basée sur énormément de projets. Donc l'idée, c'est que la ville, on sait qu'elle existera, les habitants, on les connaît. Les métiers, on peut considérer qu'un par un, séparément, ils resteront ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'un système de traitement de déchets restera un système de traitement de déchets, un réseau de chaleur pareil. Ce qui va changer, c'est toutes les interconnexions qu'il y a entre ces systèmes, à la fois en exploitation, à la fois en construction et à la fois au moment du design. Pour réussir cette mission un peu impossible, on s'est organisé sous forme de projet. Donc il y a quand même 40% des enseignements de la formation qui sont en mode projet, encadrés par des méthodologies innovantes comme le design thinking qui sont centrées sur l'expérience utilisateur. Et dans tous les enseignements, on a énormément de retours d'expérience par des industriels comme Bouygues et Alstom, mais pas seulement. On essaie de s'ouvrir vraiment à toutes les compétences qui font la ville. Et c'est sur ces retours d'expérience qu'on essaie de dégager les meilleures pratiques. Et cet enseignement, en fait, sera mis à jour année après année. Alors justement, Thierry, c'est très intéressant. Donc finalement, si on veut désiloter, si on veut faire résonner des étudiants d'aujourd'hui, hein, là pour le coup, ils ne sont pas en train de naître, ceux-là, ils sont en train de faire leurs études, il faut des méthodes nouvelles. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en un mot comment, par exemple, le design thinking, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans un sujet aussi pratique et pragmatique que la ville ? Alors, on a choisi comme terrain d'expérimentation un produit de Bouygues Energy Service qui s'appelle le Citybox ou la Citybox, qui est en fait un boîtier câblé connecté au réseau, dont la technologie existe, mais dont les usages n'étaient pas clairement définis. Du coup, l'enjeu du projet, c'était de diviser les auditeurs en plusieurs groupes et chacun a créé un scénario de service
qui a été au final présenté à Bouygues Energy Service. Donc on a monté un petit film qui présente à la fois la formation et très rapidement ce projet. D'accord. Alors on va le regarder tout de suite. On voit que la technologie finalement était là, était déjà développée par les ingénieurs de Bouygues et donc les étudiants ont notamment travaillé sur les usages. Ils sont allés sur le terrain, on a vu les prototypes en carton, aller-retour avec le terrain. Donc finalement, quand on voit tout ça, on se dit est-ce que c'est pas un peu l'explosion des silos qu'il faut faire et donc est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que les produits d'entrée des uns deviennent les produits de sortie des autres? Alors Fabrice, vous êtes directeur du développement durable de Bouygues. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Parce qu'au-delà des défis technologiques, le défi de la ville durable, c'est avant tout un défi de gouvernance. Donc les villes ont été développées depuis maintenant une centaine d'années selon l'illusion que la croissance infinie était possible dans un monde fini en ressources, ce qui est faux bien sûr. Et donc de fait, nombreuses collectivités ont développé leur ville en mettant en concurrence les entreprises dans leurs spécialités sans chercher à créer des interfaces entre ces spécialités. Donc on lance un appel d'offres pour l'éclairage public indépendamment de l'assainissement, de l'eau potable, des routes ou des infrastructures en général. Et en fait, on vient de s'apercevoir, ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents savaient déjà, c'est que si on veut économiser les ressources, il faut avoir une approche plus transversale. Mais l'approche transversale, c'est beaucoup plus difficile à manager qu'une approche en silo, parce que ça implique en fait plusieurs acteurs. Donc effectivement, dans la ville durable de demain, ça sera de réinventer le bon sens, que j'appelle le GBS, le gros bon sens, de faire en sorte que les données de sortie des uns, les calories d'un réseau d'assainissement puissent être utilisées pour chauffer la piscine municipale, au lieu de mettre un système de chauffage spécifique pour l'eau de la piscine municipale. Que l'énergie de freinage, comme l'a dit Robert tout à l'heure, du tramway soit réinjectée dans le réseau, que les déchets organiques restent dans la ville pour fabriquer du biométhane et ne pas acheter du méthane au Qatar ou je ne sais pas où, parce que ce n'est pas bon pour la planète non plus. Donc il y a énormément de recouvrements entre technologiques qui sont possibles aujourd'hui. Le groupe Bouygues en a identifié plusieurs centaines. Et c'est lorsqu'on agrège ces recouvrements entre technologies, en des technologies qui peuvent être très différentes, qu'on arrive à faire des économies d'échelle qui sont profitables pour l'économie de la cité, profitables aussi bien sûr pour les citoyens qui y vivent et qui rendent la ville à la fois agréable à vivre et facile à gérer. Donc le grand problème de la ville durable, ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème de gouvernance. Mais on a besoin de chefs de projet, et c'est là que le Master US est intéressant. On a besoin d'avoir des chefs de projet demain, des chefs de projet de Smart City, d'éco-quartiers, vous prenez n'importe quel vocable, peu importe, qui vont être capables d'agréger ces technologies, d'avoir une approche holistique et de conseiller en fait la collectivité territoriale sur les meilleurs choix de combinaisons possibles. Et bien ça, aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, ça n'existait pas. On n'avait pas de ce type d'ingénieur interdisciplinaire capable de comprendre les enjeux de la cross-function. Et bien c'est pour ça qu'avec Alstom et d'autres industriels, on a suggéré, on a demandé à l'école des ponts de créer le Master Integrated Urban System qui va nous permettre de former des chefs de projet à l'offre intégrée. Parce qu'il s'agit bien de l'offre intégrée, c'est le terme consacré. Alors Fabrice, tout ça c'est une vision très, très claire, très enthousiasmante du futur, mais je crois que dans le groupe, il y a déjà des bâtiments comme Green Office qui ont fait déjà une première étape. Est-ce que tu peux nous en dire un mot dans cette dynamique-là? Alors, ce que vous comprenez au travers de mes propos, c'est que les villes vont devoir redevenir autoproductrices des ressources dont elles ont besoin pour consommer. Aujourd'hui, la plupart des villes importent pour fonctionner des ressources qui sont produites à l'extérieur des villes, que ce soit l'énergie, les calories alimentaires, la chaleur et même l'eau, bien sûr. Donc ça, ce n'est pas possible, c'est plus possible pour tout un tas de raisons physiques, encore une fois. Donc les villes ont besoin de s'autonomiser petit à petit. Alors, s'autonomiser, ça ne veut pas dire de produire l'ensemble des ressources, mais à la limite, pourquoi pas. Donc ce qu'on a imaginé dans le groupe, c'est pour soulager en fait les grands centres de production distants, que sont les centrales thermiques ou les grands systèmes de production d'eau, par exemple, et c'est que les infrastructures, les bâtiments, deviennent autoproducteurs de ressources. Donc Bouygues est à l'origine d'une innovation majeure il y a 5 ans avec les bâtiments à énergie positive qui produisent plus d'énergie renouvelable qu'ils en consomment sur un an. Et maintenant, on va encore un pont plus loin
avec un concept de building qu'on va certainement vendre partout dans le monde, qui est le bâtiment hybride à économie positive. Alors, en quoi est-il révolutionnaire, ce type de bâtiment? Donc, c'est un bâtiment qui non seulement produit tout ou partie des ressources dont il a besoin pour fonctionner, que ce soit en énergie, en eau, en calories alimentaires et en chaleur, mais en plus, il mutualise les infrastructures avec plusieurs utilisateurs pour avoir un modèle d'affaires, un business model qui soit équivalent à celui d'une compagnie aérienne, c'est-à-dire la compagnie aérienne gagne de l'argent lorsque l'avion il est en l'air et qu'il est plein, eh bien les bâtiments de demain seront rentables lorsqu'ils seront utilisés par des utilisateurs primaires et des utilisateurs secondaires. Et c'est en cela aussi qu'on aura besoin de moins d'infrastructures, donc d'avoir plus de place pour produire des calories alimentaires dans les villes, par exemple, et restaurer la biodiversité, mais on aura des bâtiments qui seront gérés d'une façon 24/24, et ça, c'est une vraie révolution. Merci Fabrice. Donc on voit que le bâtiment va devenir un centre de profit et ne sera plus finalement un centre de coût. Donc ça, c'est une vraie révolution. Et si j'ai bien compris, ce matin, je me suis levé un petit peu tôt et je crois qu'on m'a dit à 9 h du matin que entre tous ces bâtiments à énergie positive, la route allait devenir solaire et produire elle-même de l'énergie. Alors malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. Je vous engage à consulter la conférence de presse What Way de nos amis de Colas qui explique ça très très bien. Donc si on revient à notre industriel Robert, ce qu'on finalement c'est que vous êtes spécialiste des technologies, hein, vous êtes des tramways, des trains dans lesquels il y a les meilleures et les plus sûres technologies, les plus innovantes. Mais finalement, tout ce que vient d'expliquer Fabrice, c'est de nouveaux modes de travail collaboratifs qu'il faut mettre en place. L'économie circulaire dont on a parlé, est-ce qu'elle fait sens pour un industriel et finalement, quelles sont les nouvelles compétences que vous devez développer chez vos collaborateurs ou chez les nouveaux collaborateurs pour franchir ce pas? Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé dans ma première intervention, mais je voudrais juste signaler que, en fait, Alstom, c'est une entreprise qui fait des projets en France, bien sûr, mais aussi beaucoup à l'international. Et c'est essentiel lorsque on va travailler sur des futurs quartiers, des futures villes, dans divers pays, en Inde, à Singapour, au Maroc, etc., d'avoir des personnes qui soient capables, un, d'écouter les attentes des citoyens, des autorités locales, deux, de faire évoluer la modularité de nos produits pour s'insérer dans l'écosystème local. Moi, quand je suis un scientifique, on nous apprenait, et je crois que malheureusement, dans plein d'endroits, on continue à apprendre aux étudiants que pour concevoir un projet, vous avez un diagramme qui s'appelle le diagramme en V, pour ceux qui sont ingénieurs, qui est quelque chose de hyper statique, qui à la fin a les plus grandes chances de ne pas contenter le client. Et donc du coup, c'est ça qu'on essaie de modifier dans ce master avec des nouvelles compétences pour des ingénieurs, l'esprit beaucoup plus ouvert, à l'écoute du client dès la phase de conception, pour avoir des produits suffisamment modulaires et flexibles pour s'adapter à n'importe quel projet dans le monde. Alors, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Si on essaye de concrétiser un peu ça, est-ce que tu peux prendre un exemple? Je crois que vous faites des choses autour des gares, par exemple. Qu'est-ce que tu peux nous citer comme cas qui illustre cette nouvelle approche? On a le concept de la gare intelligente où, en fait, au-delà de l'optimisation énergétique, aujourd'hui, on regarde ça d'un point de vue sociologique. L'empreinte au sol d'une gare, aujourd'hui, c'est, comme disait tout à l'heure Fabrice, des milliers de mètres carrés non utilisés, les quais. C'est des trucs souterrains où c'est dangereux, c'est pas bien utilisé. Et donc, du coup, on est en train de réfléchir à des nouvelles gares avec des tubes qui descendent directement dans les trains, avec des systèmes d'embarquement beaucoup plus faciles, beaucoup plus sûrs.
et qui permettent de minimiser l'éclairage, la surveillance, etc. etc. Et surtout qui minimisent également les travaux publics. Parce que faire un tunnel de 50 mètres de large, ce n'est pas la même chose que faire un tunnel de 150 mètres de large. En termes aussi de temps de délivrance du projet, c'est particulièrement important. Merci beaucoup Robert. Donc on voit qu'il faut se parler, il faut travailler différemment dans son entreprise, travailler avec d'autres entreprises en mode collaboratif. Tout ça, c'est évidemment de grands changements. Alors, je vais revenir peut-être à Fabrice Bonifay parce que vous nous avez mis un peu l'eau à la bouche là avec ce bâtiment hybride à économie positive, donc qui en quelque sorte matérialise la notion d'économie circulaire, mais finalement, les collaborateurs de Bouygues sont déjà prêts, ils utilisent déjà ça depuis longtemps. Comment ça marche finalement? Comment on fait travailler les collaborateurs pour mettre en place ces nouvelles idées, ces nouveaux modèles d'affaires? Ça requiert en fait d'utiliser de nouvelles méthodes d'innovation. Donc, toi, tu es bien placé, bien sûr, en tant que directeur d'innovation pour nous en parler mieux, mais la méthode qu'on utilise... Mais je suis juste modérateur aujourd'hui. Tu es juste modérateur aujourd'hui. L'idée, c'est de faire travailler en fait des disciplines qui n'ont pas l'habitude de travailler entre elles d'habitude, et pour arriver à ne pas travailler sur des business plans classiques avec des tableurs Excel, on dit combien vous allez gagner d'argent dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Le business plan classique, on voit bien que dans ce type d'innovation, ça ne fonctionne pas. On travaille sur des intuitions. On pense que l'évolution sociologique combinée au digital, combinée à la prise en compte maintenant indispensable de l'épuisement des ressources, combinée au fait que le zéro carbone va devenir un standard, requiert de réinventer, de remettre complètement sur la table les façons de concevoir. Et le bâtiment hybride à économie positive, c'est quand même un pari fantastique de dire oui, on peut transformer en centre de profit des infrastructures qui, pendant des années, ont été considérées comme des centres de coûts, à condition qu'ils deviennent productifs. Productifs en ressources, je l'ai dit, mais productifs aussi dans leur capacité à mutualiser des infrastructures. On sait aujourd'hui que des bâtiments de bureaux sont utilisés entre 30 et 40% du temps. Le reste du temps, c'est vide. Les parkings de ces bâtiments sont vides. Les restaurants entreprises sont utilisés que le midi. Le soir, ce n'est pas utilisé. Les business centers, les salles polyvalentes. C'est un gaspillage de ressources et de matières premières, d'énergie grise exceptionnel. Donc, il faut que les possesseurs, les propriétaires de ces infrastructures acceptent de partager ces infrastructures avec d'autres utilisateurs. Et ça nécessite bien sûr des nouvelles technologies, parce qu'il faut gérer la sécurité, il faut gérer l'accès, il faut gérer la facturation. C'est des nouveaux métiers. Donc on va passer aussi avec des métiers qui étaient des gestionnaires de building maintenant avec des animateurs, un peu comme dans des hôtels. Et ça, c'est une vraie révolution. Sans parler du partage de ces bâtiments entre la sphère publique et la sphère privée. De manière à faire en sorte qu'on passe d'une logique de kilowattheure par mètre carré, qui est le standard aujourd'hui, à kilowattheure utilisateur. Ce qui est beaucoup plus logique dans le sens du découplage qui est nécessaire entre la production de richesse et la consommation d'énergie. Merci Fabrice. Alors, j'aimerais qu'on garde quelques minutes pour les questions, l'échange avec la salle. Donc, Thierry, c'est à vous que va revenir le mot de la fin, en tout cas, de ce premier tour de piste. Bon, on a parlé nouvelles manières de travailler au sein des entreprises, au sein des grands groupes. On a parlé du master, mais finalement, quelles sont les perspectives d'emploi de vos étudiants? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont sortir? Alors, dites-nous d'abord combien il y a de promotions qui sont sorties de ce nouveau master. Donc, alors là, la première promotion 2015 est en train de terminer son année. Donc, en termes d'accès à l'emploi, c'est encore un tout petit peu jeune. Avant de répondre, je voulais juste remarquer, corriger, en fait, ce n'est pas une formation uniquement à destination des ingénieurs. On a bien compris que l'ingénieur seul n'arrivera pas à fabriquer la ville du futur, même la ville du présent. Et donc, on réunit toutes les spécialités. Donc, on a des ingénieurs, certes, des architectes, mais aussi des gens qui viennent d'études sciences politiques, sciences économie et sciences de la vie. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé, au sein de la promotion, de reconstituer le microcosme économique qui fait la ville. Donc pour ce qui est des perspectives d'emploi, donc là, la première promotion est en train de finir son travail de fin d'études, qui sera livré fin mi-décembre.
Sur 12 étudiants la première année, donc on avait, comme je l'ai dit, une moitié d'architectes, un tiers d'ingénieurs. Je peux vous dire ce qu'ils deviennent. Donc on a Emir qui était architecte et qui dirige maintenant une agence d'architecture à Istanbul, et donc qui essaime en fait les enseignements qu'il a reçus en France sur cette manière française de faire la ville durable. Je vais pas vous dire tout ce qu'ils font tous, mais j'ai quelques exemples. Il y a Chloé qui était assistante parlementaire et qui vient de trouver un poste chez un ingénieriste. Donc Chloé, elle a fait des études de Sciences Po, elle va travailler chez un ingénieriste. C'est quand même assez intéressant. Hélène, qui était dans une ingénierie, qui reste, mais qui va, selon toute probabilité, créer une nouvelle offre de service dans son bureau. Franck travaillait en fait en mode création de start-up, un peu, c'était un serial créateur. Là, il est en train de se stabiliser dans un projet plus IT lié à la ville. Émilien faisait du conseil, il va continuer à en faire, mais avec donc une compétence élargie sur l'ensemble des champs, puisqu'il était spécialiste, il me semble, énergie dans les smart cities. Donc, ils ne sont pas encore sur le marché du travail, mais je suis quand même relativement optimiste pour leur avenir. Et puis il y a les jeunes, on avait 3 jeunes Marocains. Alors si je ne me trompe pas, les 3 ont trouvé un stage chez Bouygues, donc Bouygues Énergie Service et Bouygues au Maroc. Bon, moi je pense que c'est des stages qu'on peut considérer comme étant des pré-embauches. Et on avait aussi un directeur de l'urbanisme marocain, donc c'est notre doyen, hein, je ne vais pas donner son âge, mais il était plus âgé que les autres. Donc lui, il dirige une province, il est directeur de l'urbanisme là-bas, et il va continuer, il va juste changer de province et essayer de mettre en application ces enseignements pour qu'au Maroc, on sait qu'il y a une politique de développement des villes nouvelles très ambitieuse au Maroc, pour injecter toutes ces bonnes pratiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on diffuse les bonnes pratiques, on fait le tri dans les connaissances pour essayer d'aller plus vite et plus loin. Merci beaucoup Thierry, je pense que c'est tout à fait passionnant. On voit la variété d'ailleurs des profils des étudiants et puis finalement de leur nouveau parcours qui s'ouvre et ça c'est particulièrement excitant. Alors voilà, on n'a pas voulu clore la table ronde sans ouvrir, puisqu'on parle de collaboratif, la parole à la salle. Alors je vous demande de lever la main ceux qui veulent poser une question. Voilà. Alors, oui, bonjour, Éric Sontag, la société Burjap. On fait des écoquartiers, en fait, et on essaye d'appliquer justement, alors peut-être pas exactement ce que vous faites, mais essayer de voir les choses autrement, de faire quelque chose de global, de transverse entre les différents problématiques qu'il y a dans la ville. Ça marche très bien à l'étranger. On arrive en Indonésie, en Turquie, etc. Ça ne pose pas de problème. En France, on a beaucoup de mal, en fait, parce qu'il y a une manière de faire, il y a des réglementations, il y a des habitudes qui sont extrêmement cloisonnées, où justement on a beaucoup de mal à décloisonner ça. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous avez des idées, ou est-ce que vous pensez que ça va pour décloisonner, ou est-ce que vous pensez que ça va changer ou que ça peut changer? Fabrice, c'est pour toi ça. Hein. Eh bien, vous en aviez rêvé, on va le faire. Hein. On va le faire parce que on peut le dire maintenant. Vous savez que sur le site du ministère du Développement durable est sorti il y a 3-4 jours un appel à manifestation d'intérêt pour aller pour mettre en place en France des sites pilotes démonstrateurs en mode dérogatoire pour s'affranchir de toutes les réglementations qui ont un rôle, bien entendu, mais qui ne sont plus adaptées au temps d'aujourd'hui, car les villes doivent devenir productives, ça n'avait jamais été prévu comme ça. Et donc des grands groupes vont s'organiser en consortium pour répondre à ces appels à manifestation d'intérêt, dans le but de développer dans les 5 ans qui viennent des écoquartiers où le mode de développement sera l'offre intégrée, où tout devra être intégré, les technologies devront être combinées les unes avec les autres, en mode circulaire. Et ce qui est possible effectivement aujourd'hui dans les pays du Nord notamment, hein, la Suède, la Norvège, et ce sera possible également en France. Le but étant que si on arrive à démontrer au travers de ces démonstrateurs qu'on fait des économies d'échelle, que c'est plus agréable à vivre pour les citoyens, que ça coûte vraiment moins cher pour les collectivités, eh bien c'est de transformer ces exceptions en droit commun pour l'ensemble du développement des villes qui vont se reconstruire sur elles-mêmes dans les années qui viennent. Donc je partage complètement votre point de vue. Il a été urgent en France de lancer ces démonstrateurs. C'est fait.
on va les mettre en place. Et écoutez bien, je crois comprendre, enfin je crois savoir que Manuel Valls va s'exprimer très rapidement sur ce sujet dans le cadre de la COP21. Merci Fabrice. Une autre question peut-être. Pendant que les questions se posent, deux choses. On me dit qu'il y a 3 auditeurs, donc 3 anciens élèves presque, hein, parce que c'est la fin de l'année du master spécialisé, qui sont à votre disposition après la session pour répondre à vos questions. Et puis je renforcerai la réponse de Fabrice en disant soyons fiers de ce qu'on fait en France, hein. On a, à travers la French Tech, à travers notre écosystème de start-up, un des meilleurs environnements de développement de l'innovation au monde. Je ne sais pas moi qui le dis, au CES 2015, cette année, à Las Vegas, la première délégation de start-up, mis à part les Américains qui jouaient sur leur terrain, c'était la France, hein. Donc, arrêtons le French bashing venant de France, soyons fiers de notre écosystème de start-up. Quand on est un grand groupe, on peut le dire, on n'est pas taxé de ça. Autre question, qui veut poursuivre? Plus de questions pour nos... Oui. Bonjour, Laurent Kern, Alma Consulting. Vous impulsez donc depuis en haut, on va dire, cette idée collaborative ou ces idées collaboratives. Est-ce que vous craignez pas, ou je ne sais même pas si c'est une crainte, que l'ubérisation fasse que demain, l'Airbnb des bureaux, des usages, etc., vous rattrape et que ce soit des initiatives citoyennes qui viennent pour ce coup d'en bas, qui fassent ce que vous proposez d'en haut? J'en sais rien, on verra bien. Une chose est sûre, c'est qu'il faudra toujours manger, il faudra toujours avoir de l'énergie, il faudra toujours de l'eau dans les villes. Il y a quand même des infrastructures lourdes qui, je vois mal comment on va pouvoir digitaliser tout en fait, hein. Que le digital favorise les relations entre les fonctions, sans doute. Mais la gestion des infrastructures, la construction des infrastructures, ça restera toujours l'œuvre des ingénieurs et des architectes, des urbanistes. Donc c'est sûr qu'il va falloir qu'on apprenne à travailler autrement, beaucoup plus les uns avec les autres et pas les uns à côté des autres, que les modes de facturation, les façons de travailler vont être modifiés par le numérique, par le big data, mais l'impression des villes en 3D, l'ubérisation complète de l'économie et des infrastructures, je pense que c'est pas, en tout cas, c'est pas une menace immédiate pour les grandes entreprises aujourd'hui. Oui, en fait, c'est pas... On anticipe ce qui va se passer en développant des nouveaux modes de définition de produits, des nouveaux modes de collaboration entre les divers métiers. On prépare ce qui va se passer, qui est la sharing economy. Parce qu'il est sûr qu'aujourd'hui, les services ou l'ubérisation, alors c'est un petit peu d'avance sur le reste, mais dans l'histoire, la nature, elle a toujours un phénomène d'auto-organisation qui recherche la stabilité. Et ce qu'on voit déjà poindre, les analystes commencent à dire oui, on va avoir de la sharing economy. Et nous, on prépare à ça. On prépare nos futurs collaborateurs à être flexibles, se poser les bonnes questions, ne pas hésiter à aller sur des sentiers inconnus pour justement être capable de délivrer les bons produits pour une meilleure qualité de vie pour les futures générations de citoyens. Donc, voilà. Oui, et donc alors, moi le point de vue du directeur de formation, c'est que nous ce changement, on en prend acte et puis on l'applaudit. On pense que c'est ces changements-là qui peut-être ont un peu bousculé des industriels qui étaient sur des positions plus anciennes et plus stables. En tout cas, la façon dont on l'aborde en cours, c'est que pour construire ces niveaux services, il faut des business models qu'on invente, mais il faut qu'ils tiennent la route. Et pour tenir la route, il faut quand même connaître un peu l'alphabet de ces services.
quoi qu'on en fasse, un bâtiment reste un bâtiment, a priori béton, acier. Et donc on essaie vraiment de faire le tri dans toutes ces connaissances, dans toutes ces nouveautés, les organiser, et puis pour donner les moyens, comme je l'ai dit, il y a aussi des startups dans notre environnement, et elles sont toutes les bienvenues évidemment dans le cadre de partenariats à monter. Est-ce qu'il y a une dernière question que vous souhaiteriez poser aux panélistes? Profitez-en, c'est le moment. Après, il sera trop tard. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, je voulais juste rajouter un petit mot sur ce dernier sujet. Je crois effectivement que les grands groupes, jusqu'à il y a 5-10 ans, nous étions des super-tankers qui évoluions dans des eaux territoriales assez bien balisées. La question est venue sur l'ubérisation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on transforme notre approche de super-tanker en approche de flotte de bateaux. Les eaux territoriales sont devenues de plus en plus dangereuses. Un pirate peut venir, c'est le cas de ce qui est arrivé avec Airbnb, avec Uber, etc., et déstabiliser une entreprise extrêmement bien établie. Comme Fabrice, je pense néanmoins qu'on a des atouts à faire valoir. Comme je dis toujours, la vente continue pendant les travaux. Donc nos super-tankers, ils doivent continuer à naviguer dans les eaux, mais ils doivent s'entourer de tout un écosystème. Et c'est pour ça que chez Bouygues, nous avons, dans chacun de nos métiers, mis en place des interfaces avec les startups, avec le monde académique, et puis on partage tout ça au niveau du groupe. Et je crois que c'est cette approche collaborative-là, sans naïveté, mais sans non plus terreur excessive, qui va nous permettre d'inventer les villes durables et désirables de demain. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à bientôt, j'espère, et bonne fin de COP21 et de World Efficiency Forum. Au revoir. Merci aux panélistes.